Salut tout le monde, en ce moment, vous le savez, c'est la pause en NBA et c'est donc le moment idéal pour poursuivre mon top 100 NBA actuel. Lors des vidéos précédentes, on a déjà parcouru les places 100 à 56. Je vous affiche tout ici pour mémoire. Si vous voulez savoir pourquoi tel joueur est à telle position, je vais pas me justifier ici, du coup je vous recommande vivement d'aller voir mes vidéos précédentes. Toutes sont bien rangées dans une playlist dédiée et chaque détail y est soigneusement expliqué. Mais bon, quand même, avant d'attaquer la suite, rappelons les critères essentiels de ce classement. Ici, on se concentre uniquement sur le niveau actuel des joueurs, maintenant, fin août 2024. Retenez bien également, pas de prise en compte de l'âge, des salaires ou encore du potentiel, ce ne sont pas des critères, ça ne compte pour rien dans ce top. Et puis pareil, ce ranking, ce n'est pas juste un simple bilan de la saison dernière, ou une prédiction de la future, non, on essaye d'aller plus loin que ça, on essaye aussi d'aller plus loin que les simples statistiques d'ailleurs. En fait, ici on parle de talent, de polyvalence et de QI basket, en fait, toutes ces petites choses qui permettent de faire gagner ton équipe, c'est ça le critère numéro 1, faire gagner ta team. C'est ce qui me semble le plus cohérent, ou en tout cas le plus important pour évaluer le niveau d'un joueur à l'instant T. Évidemment aussi, comme d'habitude, vous le savez, ce classement est purement personnel, c'est très subjectif, les désaccords seront nombreux, et c'est tout à fait normal. Alors je compte sur vous pour prendre un maximum de recul, gardez l'esprit ouvert et n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Mais avant de vous enflammer sous la vidéo, tranquille, vous pourrez vous lâcher juste après. Avant ça, on a 100 nouvelles places à dévoiler dans ce ranking. Alors bref, on y va, let's go pour les spots 55 à 41 de mon top 100 NBA 2024. On commence donc aujourd'hui avec la place 55, et on y retrouve Desmond Bane. Il perd 4 places par rapport à l'an dernier, et si certains pourraient y voir une sorte de régression ou de stagnation, j'y vois plutôt une sorte de reflet des défis auxquels il a dû faire face cette saison et du rôle qu'il a dû endosser avec les Grizzlies. D'abord, premier point important, il faut le dire, Bane est un tireur d'élite, c'est dans son ADN. Peu importe la situation, il est capable de dégainer, notamment de loin, que ce soit en catch and shoot ou en pull-up après un dribble. Offensivement, il est un danger permanent pour les défenses adverses. Son efficacité en tant que shooter est juste impressionnante, et c'est avant tout cette capacité à scorer qui le rend si précieux pour Memphis. Mais là où Bane est vraiment bon, je trouve, et on n'en parle pas assez souvent, pourtant il l'a montré cette saison, c'est dans son rôle de créateur. Avec toutes les absences qu'ont connues les Grizzlies, il a dû prendre beaucoup plus de responsabilités offensives, parfois même, et souvent même en tant que première option, en tout cas sur les 42 matchs qu'il a joué cette saison. Et même si tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour l'équipe, globalement, l'ailier n'a pas flanché, tourné à plus de 23 points, et 5 passes, c'est quand même très lourd. En fait, il a prouvé qu'il était capable de jouer avec une intensité et une intelligence de jeu que j'ai trouvé assez remarquable, et en plus, il défend bien. Il est aujourd'hui un joueur complet capable de prendre les choses en main quand c'est nécessaire, mais aussi de jouer un rôle plus complémentaire aux côtés d'un meneur plus dominant si besoin. Ses lectures, son hustle, et surtout sa capacité à ne jamais baisser les bras font de lui un atout incontournable pour les Grizzlies. Mais avec tout ça, pourquoi cette baisse de 4 places alors? Déjà, le fait d'avoir manqué la moitié de la saison dernière ne l'aide pas, mais il n'y a pas que ça. En effet, malgré ses efforts, ce qui m'a dérangé, c'est qu'avec Bane comme joueur majeur, l'équipe a eu du mal à rester compétitive cette saison. À cause des circonstances, l'ailier a dû se mettre en mode survie, ce qui a parfois pu limiter son efficacité globale. L'augmentation de ses stats ne s'est malheureusement absolument pas faite ressentir dans les résultats de son équipe. Donc ce que je retiens le concernant, c'est que globalement, en tout cas pour le moment, il se maintient dans mon top. Et si l'année prochaine, grosso modo, il arrive à faire la même chose, mais dans une équipe qui gagne cette fois-ci, il n'y a pas de raison de ne pas l'imaginer grimper dans un ranking futur. Nous voilà maintenant en place 54, avec Cade Cunningham qui monte de 6 rangs. Une toute petite progression c'est sûr, mais qui était plus qu'attendue. Commençons par le contexte. Cunningham, ancien numéro 1 de la draft, a beaucoup peiné à accumuler les victoires depuis son arrivée en NBA. Mais quand on regarde de plus près, il est clair que le roster autour de lui ces dernières années n'a jamais vraiment fait rêver. Malgré ça, ses stats sont en constante progression, un point plutôt positif. Il a affiché des moyennes de plus de 22 points et 7 passes l'an dernier, tout en faisant en sorte d'être plutôt efficace au tir, une nouveauté depuis son arrivée en NBA. Rien que ça, c'est plutôt impressionnant pour un jeune meneur de 22 ans, et ça justifie au moins en partie qu'il gagne des places. Mais si vous me connaissez, comme souvent, vous vous doutez que son classement n'est pas juste une histoire de chiffres. Ce qui distingue vraiment Cunningham, c'est tout simplement le talent inné dont il dispose. Avec sa taille, sa vision de jeu et sa façon de créer pour ses coéquipiers, il a de vraies qualités pour contrôler le tempo du jeu, dicter le rythme et orchestrer l'attaque des Pistons. Et si ses coéquipiers autour de lui confirment leur potentiel, je pense que ce n'est que le début pour le meneur. Toutefois, évidemment, à 22 ans, beaucoup de choses sont encore à polir chez Cade. Même s'il est plus efficace, j'aimerais
j'aimerais qu'il puisse devenir plus régulier à 3 points et arrive à mieux doser entre son tir extérieur et son jeu en pénétration. On l'a par exemple souvent vu insister sur le jeu à mi-distance et chercher la facilité, un choix qui peut limiter son efficacité dans une NBA moderne où seuls quelques cracks arrivent à briller dans cette zone. Et là encore, on ne peut pas lui reprocher grand chose quand on voit le manque de spacing avec lequel il a dû faire cette saison à Détroit. Mais maintenant, bien que ses progrès individuels soient réels, j'ai besoin de le voir faire la même chose lui aussi dans une équipe plus ambitieuse afin de l'imaginer potentiellement craquer le top 50. Passons maintenant à la place 53 de mon top, on le retrouve, le Lakers, D'Angelo Russell. Oui, vous ne rêvez pas, il gagne 35 places par rapport à l'année dernière et je le sens déjà, je le sais, certains d'entre vous ne comprennent pas. Pour expliquer ce choix, d'abord on va parler de ses performances en saison régulière. Avec des moyennes de 18 points et 6 passes par match, D'Lo a montré qu'il avait largement de quoi contribuer à l'attaque des Lakers. Ses excellents pourcentages de 45% au tir et 41% derrière l'arc le placent parmi les arrières les plus efficaces de la grande ligue. En termes d'adresse, malgré une certaine irrégularité, impossible de lui reprocher quoi que ce soit. Et dans une saison où les Lakers avaient définitivement besoin de shoot et de victoire, ça a fait beaucoup de bien. Puis on l'oublie souvent, il n'est pas qu'un scoreur, ce que j'aime vraiment chez ce joueur, c'est sa vision de jeu, ses lectures, son playmaking. Il est un organisateur naturel qui sait lire les défenses et exploiter les failles pour trouver ses coéquipiers ou scorer pour lui-même. Son expérience se ressent de plus en plus dans sa gestion des tempos et sa capacité à rester calme sous la pression. Présent lors de 76 des 82 matchs du dernier exercice pour les Lakers, ce serait mentir que de dire qu'il n'a pas été très important. Maintenant, il faut être honnête, cette grosse montée de 35 places n'est pas seulement due à ses performances en saison régulière depuis qu'il est aux Lakers. En fait, ce que j'ai tenu à mettre en avant, c'est comment cette année il a su rebondir après des saisons compliquées et beaucoup de critiques essuyées. Pour ça, d'autant plus à Los Angeles, il faut un mental en acier, et de ce côté-là, D'Lo m'a impressionné. Il montre de plus en plus une vraie fiabilité dans les moments clutch. Toutefois, je dois aussi pointer du doigt ce qui l'empêche d'être plus haut dans ce classement, ses performances récentes en playoff. Cette saison, une nouvelle fois, il a peiné à maintenir son niveau de jeu en post-season, et voir ses stats et son impact diminuer au moment où ça compte vraiment l'a forcément pénalisé. Clairement, ça pèse dans la balance. De plus, même si j'ai particulièrement apprécié les efforts et la concentration dont il a su faire preuve en défense dernièrement, difficile de dire à l'heure actuelle qu'il est bon dans le domaine. Tout ça c'est réel et c'est à prendre en compte, mais attention, ne me faites pas non plus dire ce que je n'ai pas dit. Même avec ses playoffs en demi-teinte, ce qu'il a montré en saison régulière dans une équipe ambitieuse, c'est du haut niveau. Il n'est peut-être plus un joueur de niveau All-Star, mais nier l'impact qu'il a dans sa team serait malhonnête. On parle toujours d'un joueur capable de faire de gros cartons à 35 ou 40 points lorsqu'on lui offre suffisamment de liberté, ce n'est pas rien. Arriver à se démarquer comme ça dans une équipe qui déjà dans ses rangs possède des mecs comme LeBron ou AD, clairement ce n'est pas donné à tout le monde. Alors ouais, je le sais, cette place 53 va sûrement paraître haute pour beaucoup d'entre vous, mais personnellement, au vu de ce que je viens de vous dire, je l'assume à 100%. Place numéro 52 maintenant, Chet Holmgren, qui vient de terminer sa saison rookie et qui donc évidemment est un nouvel entrant dans mon classement. Holmgren c'est d'abord le prototype de l'intérieur moderne et polyvalent, un vrai couteau suisse sur le terrain. En une seule saison en NBA, il a prouvé qu'il avait tout ce qu'il fallait pour devenir l'un des intérieurs les plus dominants de la ligue dans le futur. Ses stats à plus de 16 points, 7 rebonds et 2 contres parlent pour lui. Ajoutez ça à une adresse solide de près comme de loin et une capacité à être utile des deux côtés du terrain et ça commence à faire de très jolis arguments. De toute façon, vous l'avez capté, ce qui m'impressionne le plus chez Holmgren, c'est sa polyvalence. Il est tout aussi à l'aise pour défendre, gober des rebonds que pour se placer au périmètre et lâcher une bombe à 3 points. Sa capacité à switcher en défense, à dribbler et même à jouer le rôle de créateur pour ses coéquipiers, c'est hyper rare pour un joueur de sa taille. Il est un joueur fluide, qui connaît le basket et qui en plus de ça est très élégant sur le parquet. Tout ça, ce sont des qualités très rares pour un joueur avec si peu d'expérience. Maintenant, soyons honnêtes, tout n'est pas encore parfait chez Chet Holmgren et pour aller encore de l'avant, pour encore grimper, il va falloir qu'il muscle un petit peu son jeu. Il est déjà un joueur dur, mais il est arrivé qu'on le voit galérer face à des pivots plus physiques, mais peu importe. Ce que je veux retenir, c'est qu'avec sa capacité à s'intégrer parfaitement dans une équipe en pleine ascension comme OKC, il est déjà devenu un joueur incontournable. À seulement 22 ans, il n'a pas fini de nous surprendre, et croyez-moi, dans les années à venir, on va largement le voir grimper dans ce ranking. Sauf que ça, c'est des prévisions, et je le rappelle, ici, on juge l'instant T. Alors en attendant de voir ce qui va se passer, une place 52 me semble plutôt cohérente pour l'intérieur du Thunder. Julius Randle maintenant à la place 51 qui perd 14 places par rapport à l'année dernière. Pourquoi une telle baisse? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Déjà, avec Randle, on parle d'un joueur qui statistiquement présente encore de très jolis arguments. Avec des moyennes de plus de 24 points, 9 rebonds et 5 passes sur la saison précédente, le Knick reste un ailier fort capable de peser très lourd sur le parquet. Il est un joueur polyvalent qui peut driver, espacer le jeu et jouer le rôle de playmaker quand il le faut. Que demande le peuple? En plus de ça, il est plutôt constant lorsqu'il est en bonne santé. Mais voilà, c'est là où le bas blesse un petit peu, et c'est surtout là où il y a quelque chose qui me dérange. Je me pose une vraie question concernant, malgré ses bons chiffres, est-il si utile que ça pour ces Knicks qui n'ont pas eu vraiment besoin de lui cette saison pour être ambitieux, que ce soit justement en régulière ou encore pire en playoff? Sa blessure et ses absences couplées aux très bons résultats des Knicks en fin de saison, c'est le parfait exemple de ça, j'ai l'impression. Aujourd'hui, c'est clair, il n'est plus le leader de cette équipe new-yorkaise. Il a beau être un joueur qui empile les chiffres, le
problème, c'est que ces chiffres, il a du mal à les transformer en victoire quand ça compte vraiment, au point où l'on se demande si malgré son gros impact statistique, il aide tant que ça son équipe à gagner, ce qui, je le rappelle, est le critère numéro 1 dans ce ranking. C'est donc à cause de ces doutes, finalement, qu'il échoue aux portes du top 50 de mon top 100 NBA 2024. Et oui, maintenant, place 50, comme son ancien numéro, Aaron Gordon, qui connaît une toute petite chute de 2 places par rapport à la saison dernière. Mais bon, moins 2 places, c'est quasiment rien, ça ne signifie pas que Gordon n'a pas été bon, ou a déçu par rapport à la saison d'avant. Pour commencer, on va parler de ce qu'il apporte offensivement, parce que même s'il a des progrès à faire dans le domaine, j'ai l'impression que ce n'est pas assez souvent mis en avant. On connaît tous son côté athlétique et explosif, depuis toujours, quand il attaque le cercle et surtout en transition ou après un cut, pas facile de le stopper. Avec un passeur comme le Joker à ses côtés, Gordon arrive à profiter à fond de chaque opportunité. Même si son tir à 3 points est loin d'être un point fort, il compense largement par son jeu au poste et son efficacité à mi-distance. Ajoutons à ça sa capacité à jouer des coudes pour prendre des rebonds off et placer des putbacks, et on s'en rend vite compte. Pour marquer des points, l'intérieur a quand même pas mal de cordes à son arc. Sauf que vous le savez, depuis son arrivée à Denver, là où Gordon brille le plus, c'est en défense. Sa capacité à être efficace sur plusieurs positions est assez incroyable. Il est même capable de dépanner sur des extérieurs tout en maintenant un niveau d'intensité et de discipline que peu d'autres joueurs peuvent égaler. On ne s'en rend pas assez compte, mais c'est grâce à lui que les Nuggets arrivent constamment à masquer les lacunes défensives de Murray ou même de Jokic. Il n'y a pas de doute, sans Gordon, Denver serait beaucoup moins compétitif, notamment de ce côté-là du terrain. Cependant, encore et toujours, malgré ses qualités, certains points laissent encore à désirer. Offensivement, face à certaines équipes, et notamment en play-off, l'intérieur a pu vivre des moments compliqués. Lorsqu'on lui coupe les lignes de passe et l'accès au cercle, d'un coup, il se retrouve en grande difficulté, limite complètement inoffensif, et ça reste quand même un vrai souci, même si à Denver, heureusement, d'autres sont capables de marquer des points. Quoi qu'il en soit, rien que par sa défense, Aaron Gordon reste un joueur ultra précieux pour ses Nuggets, une équipe qui vise le titre. Il est un vrai pilier maintenant à Denver, et cet impact fait qu'à mes yeux, il mérite bien cette place numéro 50 dans mon classement. Allez, on continue avec mon top, et pour la 49e place, on retrouve CJ McCollum, qui lui, gagne 7 places par rapport à l'année dernière. Pourquoi? Eh bien tout simplement, tout d'abord, parce que l'arrière est un scoreur né. Ça, on le sait, ça fait des années que ça dure, mais en plus de ça, je le trouve de plus en plus propre. Même à 32 ans, il reste un joueur capable de planter sa vingtaine de points par match, avec une efficacité redoutable. Mais à côté de ça, ce qui me plaît particulièrement chez lui, c'est sa faculté à faire ce que l'équipe attend de lui. Après avoir passé des années dans l'ombre de Damian Lillard à Portland, il s'est retrouvé à New Orleans avec un rôle bien plus central sur le backcourt, et pourtant, il n'a jamais cherché à tout faire seul. Non, CJ sait exactement quand prendre ses responsabilités et quand laisser briller les autres, notamment Zion Williamson et Brandon Ingram. Et le truc c'est que plus ça va, je le disais, plus je le trouve juste dans son jeu, plus je le trouve intelligent. C'est ça aussi l'expérience. Aujourd'hui, il a pris à cœur son rôle de vétéran dans une équipe jeune, et ça se voit, il est un peu le grand frère de ce groupe, celui qui apporte de l'équilibre, de la stabilité, celui qui montre l'exemple, que ce soit sur ou en dehors du terrain de ce que j'ai lu. Après, évidemment, lui aussi, il a des failles, sinon je l'aurais classé plus haut. Défensivement, il n'a jamais été bien bon, mais avec le temps, il a réussi à compenser un tant soit peu avec son cerveau, sa connaissance du jeu et ses placements, et surtout, pour compenser, il vient de nous sortir sa meilleure saison au tir extérieur. En fait, il est passé maître dans l'art de choisir ses spots, et c'est exactement ce dont cette jeune équipe des Pelicans a besoin, un joueur qui sait quand accélérer et quand temporiser. Alors même si les Pels cette saison n'ont pas fait long feu en play-off, au moins ils y ont participé. CJ McCollum a eu un vrai rôle là-dedans, et rien que ça me suffit pour lui filer cette place 49. Go Evan Mobley maintenant et la place 48. Il perd 7 places, pas fou, à seulement 23 ans. Pourtant, des bonnes choses à dire concernant l'intérieur des Cavaliers, j'en ai tout un paquet. Pour commencer, impossible d'ignorer l'impact défensif qu'il a. En à peine 3 saisons, il a déjà prouvé qu'il pouvait être l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. Capable à la fois de protéger le cercle et de sortir sur les extérieurs, sa polyvalence de ce côté-là du terrain n'est plus à prouver. C'est en grande partie grâce à lui que Cleveland a pu se situer parmi les meilleures défenses de la ligue l'an dernier. C'est une performance remarquable pour un joueur aussi jeune, et même si aujourd'hui, on s'en fout de l'âge, ce sont ses performances de ce côté-là du terrain qui lui valent en grande partie une place aussi haute. Cependant, et c'est là que ça me pose problème, Mobley semble un petit peu plafonné offensivement. Ses stats au scoring n'ont pas vraiment décollé depuis sa saison rookie, et malgré des pourcentages tout à fait honorables, on attendait clairement plus de lui à ce stade. En attaque, je vais dire les termes, pour le moment il est limité, et son incapacité à se montrer menaçant à longue distance n'aide pas, surtout quand il partage le terrain avec un autre big man comme Jarrett Allen qui s'écarte encore moins de son côté. Il faut également ajouter que l'an dernier, des blessures ont freiné sa progression, lui qui n'a pu jouer que 50 petits matchs la saison passée. Le potentiel All-Star est là, mais pour moi jusque-là il n'est pas encore prêt, il n'est pas encore atteint. Si je lui fais perdre cette place donc, c'est que je trouve qu'il peine un peu à passer ce cap. Il n'a ni montré de progression significative sur le plan offensif, ni montré la capacité à maintenir sa santé sur une saison complète jusque-là. L'heure est donc venue pour lui de prouver qu'il est capable de passer de ce statut de petit prodige en NBA à celui de joueur incontournable dans la grande ligue. En attendant de voir si ça se fait dans le futur, cette place 48 me convient donc plutôt bien pour Evan Mobley.
On enchaîne maintenant avec la place 47 et Franz Wagner qui fait un énorme bond de 28 places par rapport à l'an dernier. Cette hausse significative est le résultat d'une saison où l'Allemand a véritablement franchi un palier. Au vu de ce qu'il a montré cette année, au vu des choses qu'il a accomplies, aujourd'hui, pas de doute, il est devenu l'un des ailiers les plus prometteurs de la Grande Ligue. D'abord, il faut le dire, Franz Wagner n'a que 23 ans, mais déjà, quand on le regarde jouer, on a l'impression que c'est un vétéran. En seulement 3 saisons avec le Magic, il a prouvé qu'il n'était clairement pas là pour faire de la figuration. Depuis son arrivée en NBA, ses stats continuent à augmenter. Lui, qui la saison passée a tourné en 25-4 dans une équipe qui a su vendre cher sa peau au premier tour des playoffs. Cet impact significatif dans une équipe ambitieuse, c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles il grimpe autant dans mon ranking. Et puis encore une fois, en termes de polyvalence, j'y tiens dans ce classement, avec l'Allemand on a un vrai client. Capable de scorer dans toutes les positions, il excelle en pénétration grâce à son sens du placement et son toucher proche du panier. À côté de ça, son joueur midrange est en constante progression, ce qui le rend d'autant plus difficile à défendre. Heureusement pour ses adversaires qu'il a encore du mal à longue distance. Sans ça, il deviendrait complètement inarrêtable. Et faites attention, il est en train de faire de vrais progrès dans le domaine. Par contre, c'est vrai que les playoffs ont mis particulièrement en lumière cette faiblesse de loin. Son 2 sur 16 en cumulé à 3 points sur les 3 dernières rencontres face à Cleveland pique pas mal quand même. De plus, son 1 sur 15 au tir lors du match 7 décisif rappelle que malgré tout son talent, Wagner possède encore de vrais axes d'amélioration. Maintenant, malgré ses lacunes, il reste un joueur indispensable pour Orlando. Il est un atout des deux côtés du terrain, et si son tir extérieur devient plus fiable, il pourrait bien peu à peu devenir l'un des joueurs les plus complets de la NBA. Du coup, le concernant, je l'admets, c'est peut-être un petit peu tôt pour l'imaginer encore plus haut, mais je trouve que cette place 47 que je lui octroie aujourd'hui est très encourageante pour la suite. Place numéro 46 maintenant pour LaMelo Ball, le meneur des Hornets que l'on connaît tous, tant quand il est sur le terrain, il est un show permanent. Et pour parler de lui, commençons par son talent, il est indéniable. LaMelo c'est d'abord un passeur virtuose, une espèce de maestro du ballon, qui sait comment trouver ses coéquipiers dans des situations impossibles. Sa créativité c'est un régal, et sa maîtrise du dribble le rend totalement imprévisible. Ajoutons à ça un tir à 3 points qui s'est bien amélioré, notamment par son volume, et on comprend pourquoi il continue d'être une figure centrale à Charlotte, et même auprès des plus jeunes fans. Mais tout ce talent, tout cette magie viennent avec un lot de défauts qui font que chaque année dernièrement, il est en train peu à peu de descendre dans mon top. Le premier, c'est son côté parfois trop flashy. C'est beau à voir, mais est-ce que c'est vraiment toujours très efficace? J'en doute. On le sait, il est un meneur qui aime le spectacle, ça se ressent fort dans son jeu. Parfois ça passe et on reste bouche bée, d'autres fois c'est bien frustrant. Des passes téléphonées, des tentatives risquées qui tournent en perte de balles, c'est trop. À 23 ans, il affiche encore une certaine immaturité dans son jeu qui, évidemment, dans un tel top le pénalise. Mais le vrai souci, celui qui pèse le plus lourd dans mon classement, c'est sa santé. Cette saison encore, son corps a décidé de lui jouer des tours. Une première entorse de la cheville droite en novembre, qu'il a mis sur le carreau pendant 1 mois et demi, puis quand on pensait enfin le revoir à son meilleur niveau en janvier, il se blesse à nouveau, encore à la même cheville. Résultat, il n'a même pas joué 60 matchs en cumulé sur les 2 dernières saisons. Dans l'optique de gagner des rencontres, c'est pas ouf pour Charlotte, autant d'absence et de passage à l'infirmerie. Je sais pas si ça vous fait ça, à vous, mais perso, à chaque fois que je le regarde jouer, je flippe. Comme si ses articulations pouvaient lâcher à tout moment, après n'importe quel mouvement. C'est dommage car sans ses pépins physiques, il serait sans doute bien plus haut dans mon classement. Mais à l'heure actuelle, son jeu trop risqué et ses blessures trop fréquentes qui font que forcément il a beaucoup moins d'impact que prévu sur les victoires de son équipe font que c'est difficile à mon sens de le mettre plus haut que cette place 46, et ce malgré tout le talent dont il dispose. La suite avec la place 45 et Derrick White. Là, il y a du très lourd. Le gars fait un bond impressionnant de 46 places par rapport à l'an dernier. Une dinguerie. Et je trouve qu'en plus de ça, il y a de vrais arguments qui peuvent justifier ça. Alors pourquoi cette ascension fulgurante? Eh bien tout simplement parce que l'arrière sort de sa meilleure saison en carrière. Et tout ça dans une équipe qui, en plus de ça, vient de finir championne. Bon, le concernant, je peux parler de ses stats de 15 points, 5 rebonds et 4 passes. C'est pas mal. Je peux parler de ses pourcentages impressionnants, à 2 points, à 3 points et même au lancer franc. Je peux même parler des analytics si vous voulez. Dans lequel l'arrière remplit toutes les colonnes. Mais tout ça, même si ça reste très qualitatif, ça restera très limitant pour parler de ce joueur. Parce que ouais, Derrick White avant toute autre chose, c'est le mec qui fait tout ce qu'il faut pour te faire gagner. Un mec qui fait quasiment toujours les bons choix. Défensivement, il est monstrueux, il vole des ballons, il pose des contres, il ne lâche jamais rien et surtout il est hyper discipliné. Tandis qu'en attaque, il a cette capacité rare à être constamment au bon endroit, au bon moment. Et ça, plus les matchs sont importants, plus les matchs comptent et plus ça se voit, plus ça s'amplifie et plus ça apporte à sa team. Et si vous ne me croyez pas, regardez les playoffs, on peut parler du rôle qu'il a eu en post-season. Il n'était pas juste un role player comme je l'entends souvent, même si encore une fois, ses stats pourraient donner cette impression. Non, en faisant match après match un boulot défensif monstre sur le meilleur scoreur adverse, en shootant à plus de 40% derrière la ligne et en se montrant ultra clutch, White a juste réussi à devenir primordial pour ses Celtics. Alors oui, ses statistiques ne sont sûrement pas les plus flamboyantes du game à première vue, mais ça aujourd'hui, je m'en fous complet. Il rend ses coéquipiers meilleurs, il rend ses adversaires moins bons, et ça, c'est la marque
marque des grands joueurs. Il est le genre de gars que tu veux absolument avoir dans ton équipe, et pour toutes ces raisons, je le trouve très légitime pour cette place numéro 45. Voici maintenant à la place 44, Alperen Sengun. Le concernant, je me rappelle l'année dernière, j'avais été prudent le concernant. Sûrement trop prudent d'ailleurs. Ouais, je l'avais mis à la place 82. Alors aujourd'hui, après une super campagne 2023-2024, donnons-lui le respect qu'il mérite. Déjà, il suffit de regarder ses stats pour se rendre compte qu'il a passé un cap. Tourné à 21,9 rebonds et 5 passes, c'est très lourd. Et encore, ça ne suffit pas du tout pour illustrer qu'à seulement 22 ans, il a déjà réussi à devenir l'un des pivots les plus créatifs de la ligue. De plus en plus, le concernant, on parle de mini Jokic, et il suffit de le regarder jouer pour comprendre pourquoi. Ce qui le distingue des autres pivots, c'est son flair offensif. Il voit les choses avant tout le monde, et délivre des passes d'une précision chirurgicale, digne d'un meneur de jeu. Ses mouvements au poste bas sont une véritable torture pour les défenseurs. Avec ses appuis, sa panoplie de moves et ses feintes, il est tout à fait capable de faire perdre la tête à la majorité de ses adversaires, en tout cas ceux qui veulent tenter de le limiter. Après, le souci majeur avec lui, on le connaît, c'est sa défense. Son manque de mobilité est pénalisant, n'empêche que j'ai l'impression que de plus en plus, il fait les efforts, et à côté de ça, plus le temps passe, et plus je le trouve intelligent dans les rotations, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Après, en attaque, j'aimerais qu'il puisse apprendre à s'écarter davantage du panier, il deviendrait injouable. Mais en attendant, je trouve que ses qualités sont tellement visibles, tellement rares, qu'il fallait que je mette tout ça en avant aujourd'hui. Puis il est clair que si Houston veut continuer à aller de l'avant, Sengun, avec sa capacité à élever le niveau de jeu de toute sa team, sera au centre du projet. Bref, je n'en fais pas plus, même si à l'heure actuelle, l'intérieur turc n'a jamais participé aux playoffs, ce qu'il a montré, à mon sens, mérite bien une place 44. Allez, on enchaîne maintenant avec une autre immense progression et Scottie Barnes et sa place numéro 43. Parce que ouais, après une saison sophomore qui vraiment m'avait laissé sceptique, j'ai trouvé que lors de la campagne précédente, le Raptor avait vraiment réussi à rebondir. La première chose qui saute aux yeux le concernant, c'est sa polyvalence, des deux côtés du terrain. Barnes sait juste tout faire, avec sa taille et son envergure, il peut non seulement jouer à toutes les positions, mais aussi défendre sur toutes les positions. Sa capacité à intercepter des balles et à contrer des tirs en fait un véritable cauchemar pour les attaquants. La maturité et la concentration qu'il a pu afficher dernièrement l'ont largement aidé à passer un gros cap. Très bon slasher, il tourne à 20 points, 8 rebonds et 6 passes, mais au-delà de ça, j'ai adoré comment il a pu s'intégrer dans le flow du jeu des Raptors. Il ne force plus autant qu'avant, il joue avec confiance et laisse le jeu venir à lui. Ça fait la diff, et surtout, ça se ressent bien sur ses pourcentages. Même à 3 points, avec un volume de tir en augmentation, il a su montrer des progrès. Être un joueur majeur tout en étant un facilitateur pour les autres, c'est ça, je trouve, la principale qualité de Scottie Barnes. En pleine éclosion depuis le départ de Pascal Siakam, il est maintenant passé au centre du projet des Raptors, et ses nouvelles responsabilités, il a su amplement les assumer. Bien sûr, il devra encore gommer quelques déchets et continuer à mûrir pour peser encore plus dans la victoire de son équipe, c'est réel, mais ça ne l'a pas empêché, il y a quelques mois, de décrocher sa première sélection All-Star, à seulement 23 ans. Ça ne vous suffit pas? Peut-être que oui, peut-être que non, peu importe, parce que à mon sens, ça mérite quand même bien une place numéro 43. En 42, on retrouve maintenant Kristaps Porzingis qui gagne 5 places par rapport à l'an dernier et je vous vois déjà venir. Pourquoi une hausse alors que, encore une fois, il a manqué des matchs importants cette saison? Ne bougez pas, je vous explique tout. Pour commencer, pas besoin de parler des heures, du profil et du talent du laiton. Considéré comme une licorne depuis sa draft, avec ses 2,21 m, sa protection de cercle, mais aussi son adresse de loin et sa faculté à créer son tir avec de très bons pourcentages sont réels. C'est ce mélange de talent offensif et défensif qui fait de lui un joueur si précieux. Le vrai problème avec Porzingis, vous le connaissez, c'est sa capacité à rester en bonne santé. Cette saison, une fois de plus, il a manqué sa grosse vingtaine de matchs, et là où ça fait mal, c'est qu'il a raté surtout la majeure partie des playoffs, non pas à cause d'une, mais de 2 blessures différentes, dont une qui a même nécessité une opération. C'est frustrant, car on parle ici d'un joueur qui, lorsqu'il est sur le terrain, peut transformer une équipe déjà redoutable sans lui. Et surtout, c'est un petit peu l'histoire de sa vie depuis qu'il est en NBA. Tout ça, forcément, ça le pénalise dans mon classement. Pourtant, regardez ses stats quand il est là. 20 points, 7 rebonds, et surtout plus de 41% au tir et quasi 38% à 3 points. Il joue juste, il joue bien, et surtout, il sait s'adapter à toutes les situations. Même si aujourd'hui son utilisation est plus limitée qu'en début de carrière, il reste un atout majeur grâce à ses qualités. Même dans une équipe comme les Celtics, c'est fort. Tout ça, pour moi, ça souligne une vraie capacité d'adaptation chez Kristaps Porzingis, mais aussi une vraie volonté de gagner et d'apporter dans une équipe ambitieuse. C'est bien. En résumé, oui, à 29 ans, KP est toujours un crack en NBA, et sans ses soucis de blessure bien trop récurrents, je pense qu'il pourrait prétendre à bien mieux que cette place 42 que je lui offre aujourd'hui dans mon classement. Allez, on termine pour aujourd'hui avec la place 41 et Michael Bridges qui lui perd 2 petites places par rapport à son classement de l'an dernier. Le concernant, je suis assez content de m'être pas trop enflammé il y a un an alors qu'il avait fait des débuts tonitruants avec Brooklyn. À ce moment-là, je m'en rappelle, on avait tous en tête l'idée d'un Bridges prêt à exploser en tant que première option offensive des Nets après avoir quitté son rôle de joueur complémentaire à Phoenix. Sauf qu'au moment de le classer, je me rappelle, j'avais besoin de plus de preuves. En tout cas, c'est ce que je demandais. Et je pense que j'ai eu raison d'être patient parce que l'an passé, les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. Alors qu'il nous avait fait rêver en tournoi
tournant à plus de 26 points de moyenne par match sur sa fin de saison à Brooklyn, il n'a pas réussi à confirmer, terminant finalement sa campagne 2023-2024 à moins de 20 unités de moyenne, et même des pourcentages en baisse. Cependant, rendons à César ce qui appartient à César. Même avec cette régression statistique, Bridges est resté un joueur de très haut niveau, et ce des deux côtés du terrain. En défense, pas besoin d'en faire des tonnes, vous le savez, il reste l'un des meilleurs joueurs à son poste. En attaque, même s'il n'a peut-être pas le talent suffisant pour être le franchise player d'une équipe ambitieuse, sa capacité à créer pour lui-même reste un atout précieux. Son flair pour le jeu et sa compréhension des systèmes en font un joueur que n'importe quel coach adorerait avoir dans son effectif, je pense. En vérité, ce qui s'est passé cette saison, j'ai l'impression, c'est que Bridges a montré qu'il pouvait être un joueur qui était à l'aise presque dans tous les rôles, mais que en attaque, peut-être, il était en train de plafonner. C'est un peu comme s'il avait forcé son jeu au départ pour s'adapter à ce nouveau rôle, et que malgré tous ses efforts, ses limites le pénalisaient. Après oui, il restait un joueur majeur pour les Nets, mais pour moi, tu ne peux pas espérer gagner si tu attends de lui qu'il devienne ta première option. Et je le rappelle ici, faire gagner son équipe, c'est le critère principal. Je pense d'ailleurs que son arrivée récente chez les Knicks devrait le mettre dans un rôle qui lui conviendra bien mieux, et peut-être donc de progresser dans son classement de l'année prochaine. C'est en tout cas pour toutes les raisons que je viens de citer que j'ai décidé cette saison de faire échouer Mikal Bridges aux portes du top 40 de mon ranking. Vous en pensez quoi, vous ? J'ai hâte de connaître tous vos retours en commentaire sur les 15 nouvelles places que j'ai dévoilées aujourd'hui.